Gendarmes, policiers. 2 d'entre vous ont été abattus le dimanche 17 juin 2012 au soir. Au-delà du choc que cela a provoqué, l'étrangeté de l'affaire n'aura sans doute pas échappé à la plupart d'entre vous. Et je crois que nous devons nous interroger tous ensemble plus formellement. Première interrogation. Les magistrats toulonnais avaient remis en liberté Abdallah Boumézar, le dégénéré de 30 ans lui permettant ainsi de passer à l'acte. Le forcené cas social était contre toute attente libéré, lâché dans la nature, où en toute logique il ne pouvait que sévir à nouveau, alors qu'une peine planchée devait lui être réservée. L'institution judiciaire n'est-elle pas censée, dites-moi, en tout premier lieu, assurer la sécurité des citoyens en prévenant les actes criminels par le biais de la neutralisation des individus dangereux formellement identifiés? La prison ne serait-elle réservée qu'aux adultes protégeant les enfants contre les réseaux pédophiles? On voudra nous détourner sur la thématique liée à ce prétendu dysfonctionnement judiciaire, histoire que l'on ne se pose pas les questions réellement dérangeantes. J'y viens. Mais il est un fait que cet excès de laxisme judiciaire a coûté la vie à 2 gendarmes, à 2 d'entre vous, et que le syndicat de la magistrature ne peut que faire bloc pour nier la responsabilité criminelle des magistrats toulonnais. Abdallah Boumézar, qui aurait donc dû être emprisonné le jour du drame, était émergé dans le petit village tranquille de Colobrières, dépendant de la brigade de Pierrefeu. Funeste hasard. Deuxième interrogation, je vous prie. Pourquoi le commandant de brigade de gendarmerie de Pierrefeu avait-il binommé 2 femmes ce soir-là? Car tout cadre avisé sait que l'on ne binôme 2 femmes pour des missions de sécurité publique que si l'on n'a pas d'autre choix, ce qui ne devait pas être le cas dans une brigade de 23 gendarmes. Pourtant, l'adjudant Audrey Berthaud et le maréchal des logis-chefs Alicia Champlon étaient envoyés ce soir-là surveiller les festivités d'un village voisin. Et qui dit surveillance de bal de village, dit risque d'avoir à traiter de la viande soule, ce qui nécessite de fait une autre composition d'équipe. Contre toute logique de terrain et coutume gendarmique, il devait être fait exception ce soir-là. Deuxième funeste hasard. Troisième interrogation. C'est à cette occasion que les 2 femmes auraient reçu un appel radio pour être envoyées sans renfort au lieu de résidence de Abdallah Boumézar, l'énergumène y faisant esclandre. La raison de l'intervention? Un habitant du village se serait fait dérober son sac à main et aurait reconnu celui-ci plus tard dans la journée au bras de l'individu. Il aurait alors appelé la gendarmerie et aurait provoqué une querelle de voisinage en voulant récupérer son bien. Là, il fut décidé que l'affaire méritait l'intervention expresse des 2 sous-officiers, l'adjudant Audrey Berthaud et son binôme, le maréchal des logis-chefs Alicia Champlon, durent abandonner leur mission initiale pour se rendre sans renfort, en fin de soirée, donc de nuit, au domicile d'un individu particulièrement dangereux, ce que la gendarmerie locale ne pouvait ignorer. N'y avait-il donc personne d'autre à envoyer? N'y avait-il pas ce que l'on appelle les premiers à marcher? Ou étaient-ce les 2 gradés, les premiers à marcher de ce soir-là? 2 gradés, premiers à marcher? Étrange, en vérité. Toujours est-il que ce soir tragique, 2 femmes étaient envoyées sans renfort de nuit face à un individu réputé particulièrement dangereux et violent. Troisième funeste hasard. Jusqu'ici, si les successions de troublants hasards ne nous gênaient pas plus que ça, l'affaire ne pourrait être qu'un tragique concours de circonstances.
La clémence excessive des magistrats toulonnais, si sévère pourtant, avec des mamans tentant de protéger leurs enfants des réseaux pédophiles locaux. La mise soudaine au vert de la petite frappe désaxée dans le village de Colobrières. Ces deux femmes binomées, seules, sur le terrain en cette fin de soirée. L'obligation qu'eurent ces deux gradés d'intervenir de nuit et sans renfort au domicile d'un forcené déjà coupable de voies de fait sur membre des forces dites publiques. Mais la suite de cette tragique histoire prend une mauvaise odeur de pourri, et les questions deviennent de plus en plus gênantes, venant dire les précédentes. Comment ce dégénéré a-t-il pu surprendre le binôme de gradés sans aucune réaction d'aucun des deux gendarmes? Savaient-elles chez qui elles intervenaient? Est-il possible que la gendarmerie locale n'ait pas été informée de la dangerosité de ce nouvel habitant du village de Colobrières? Est-il possible que ces deux gradés se soient présentés sans aucune précaution de terrain au domicile de ce dégénéré, de ce forcené notoire? Comment expliquer le déroulement de l'action? À en écouter la version officielle, d'une part, les deux gradés n'auraient pris aucune précaution pour intervenir, je le répète, de nuit, sans renfort, au domicile du dégénéré notoire. Mais d'autre part, celui-ci aurait fait montre d'une extraordinaire détermination à ce qu'aucun des deux gendarmes n'en ressort vivante. Rappelons que Abdallah Boumézard aurait tiré à bout portant en pleine tête de sa première victime, sachant qu'elle portait un gilet pare-balles et ne lui laissant aucune chance. D'ailleurs, la seconde victime portait-elle aussi un gilet? Le savez-vous? Cela voudrait dire que l'individu qui la coursait devait également viser la tête de nuit, et que c'est ce qu'il aurait fait pour tuer la malheureuse tout en courant. Sacré tireur tout de même, non? Pour une petite frappe alcoolisée et caractérielle de banlieue. Alors voyons ça de plus près, si vous voulez bien. Après que les deux gendarmes se soient présentés, sans se formaliser sur la dangerosité établie d'Abdallah Boumézard, au domicile de l'énergumène, Audrey Berthaud aurait tout d'abord été frappée, jetée à terre, tabassée au sol par ce dernier. Que faisait son binôme dans le même temps? Ne me dites pas qu'elle fumait une clope dehors ou qu'elle avait demandé « aller aux toilettes ». Je n'achète pas. Donc, n'ayant pas à se soucier du binôme de sa première victime, pour quelque raison extraordinaire, Abdallah Boumézard se serait alors emparé du pistolet d'Audrey Berthaud, ainsi que Sauer. Il savait en outre comment dégainer l'arme de l'étui et devait avoir les idées bien claires. Car en remplacement des dragones qui lient toute arme de service à son ceinturon, il y a maintenant ces fameux holsters à pression de sécurité, si je ne m'abuse, qui rendent difficile la saisine de l'arme par surprise par un individu mal intentionné. Mais permettez-moi d'insister. Pendant que l'adjudant Audrey Berthaud était frappé, jeté au sol, désarmé, puis abattu de plusieurs balles dans la tête, sans avoir pu se défendre. Que faisait son binôme, le maréchal des logis-chefs, Alicia Champlon? L'histoire semble insinuer que ce gradé n'aurait pas couvert son binôme. Pourquoi le maréchal des logis-chefs, Alicia Champlon, n'a-t-elle pas réagi dès le début de l'agression et dégainé son arme en voyant que l'énergumène se saisissait de l'arme de sa collègue? Elle aurait été en mesure de menacer l'agresseur et, en dernière extrémité, d'user de son arme pour sauver sa collègue et se sauver elle-même. Alicia Champlon était-elle, elle aussi, prise à partie de son côté, au point de ne pouvoir se dégager, de ne pouvoir dégainer son arme et tenir tout ce petit monde en respect? Pourquoi Alicia Champlon a-t-elle pris la fuite au lieu de faire feu, voyant sa collègue abattue sous ses propres yeux? Pourquoi
pourquoi ne s'est-elle pas abritée pour riposter au moins durant la fusillade qui la visait dans sa fuite? Donc, si nous devons croire que c'est bien lui qui est agi, et qu'il est agi seul, notre caractériel des accès, pourtant passablement alcoolisé, était manifestement avisé d'une froide détermination et savait parfaitement ce qu'il faisait. Pour ces deux assassinats, Abdallah Boumezar aurait plus agi comme un tueur à sang-froid, d'une précision et d'une rapidité redoutables, que comme un caractériel aviné ayant eu un coup de chaleur. Car nous ne sommes pas en reste pour ce qui est des invraisemblances de cette sinistre histoire. Celle-ci, cette sinistre histoire, nous dit que le dégénéré de service aurait finalement abattu sa deuxième cible, Alicia Champlon, arrivant sur la placette du village, de 3 balles dans le dos sur 6, tirées en courant de nuit. Chapeau. Il devait au moins être formé et entraîné au Mossad, notre garçon. Peut-être qu'en fait, Alicia Champlon avait été, tout comme sa supérieure, désarmée et neutralisée dès leur arrivée sur les lieux et qu'elles étaient attendues. De ce fait, on peut donc un petit peu mieux s'expliquer que, ne pouvant donc nullement venir en aide à son binôme, le maréchal des logis chef Champlon soit juste arrivé à se dégager et à s'enfuir en courant, probablement blessé. D'où le fait qu'elle ait été rattrapée et abattue si facilement. De toute évidence, le maréchal des logis chef Alicia Champlon ne devait pas plus survivre à ce traquenard que sa collègue Audrey Berthaud. Pour finir, Boumezar aurait récupéré l'arme également de sa seconde victime. Ceci dit en passant, quel intérêt de récupérer également la deuxième arme pour ensuite s'en débarrasser avec la première? Alors en fait, et pour récapituler, nous devrions tous croire que ces deux gendarmes se sont fait surprendre bêtement par un forcené alcoolisé faisant scandale à son domicile, bien que connaissant sa dangerosité notoire, ce au point d'être toutes les deux liquidées, sans aucune réaction, sans aucune résistance. Il s'agissait pourtant bien de 2 gradés, chacune ayant une dizaine d'années d'expérience de terrain. Et même un binôme de gendarmes sortant de l'ESSOG aurait pris un minimum de précautions pour, sans renfort, intervenir au domicile d'un forcené notoire. Et ils auraient prêté un minimum de résistance. En outre, ces 2 femmes de terrain ne pouvaient qu'être conscientes de leurs désavantages physiques face à une brute décérébrée et alcoolisée, telle que ce misérable parasite. À bien reconsidérer toute cette histoire, il me semblerait donc plus logique que les 2 femmes aient été désarmées dès leur arrivée sur les lieux, et que donc elles y étaient bien attendues. Peut-être donc qu'un véritable piège leur a été tendu. Peut-être que l'intolérable laxisme des juges toulonnais, si empressés de voir le forcené dehors, cache une implication criminelle bien plus formelle. Peut-être n'y avait-il pas que cet énergumène dans l'action. Peut-être d'ailleurs que rien de tout ce qui est raconté est vrai, tout simplement. Maintenant, si traquenard il y eut, quel commanditaire, quel mobile? Premièrement, il aurait fallu une collusion épaisse, jusque dans les milieux de la magistrature, voire du procureur de Toulon. Et un deal quelconque avec le dégénéré de service, par exemple, lequel, tel Mohamed Merah, vous vous rappelez, a le profil parfait pour jouer les dindons de la farce. Entre parenthèses, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'il y a comme un vague lien entre cette tuerie, en plus du principal objet de cette liquidation du 17 juin. Le dénominateur commun ne serait-il pas une préparation à la prochaine guerre civile, en insufflant haine et frustration dans des camps bien ciblés? Donc, pour en revenir à ce bon Boumezar, il pourrait s'être vu demander, quant à lui,
Une participation plus active, pour laquelle il aurait reçu quelques garanties de s'en sortir les poches pleines, dans pas très longtemps, une fois que le public serait occupé ailleurs. Certains d'entre vous peuvent continuer de croire que ce genre de configuration crapuleuse, impliquant tout type d'acteurs judiciaires, de quelques gendarmes du coin, leur colonel de région inclus, jusqu'aux procureurs et aux sous-préfets de région, en passant par des médecins légistes et quelques journalistes bien au fait des intérêts de leur carrière, n'est pas possible dans notre belle société sur laquelle l'élite exerce toute sa bienveillance, et que je peux quant à moi aller me faire soigner. Ces éléments peuvent, quant à eux, continuer de faire les pitres avec les contrôles de vitesse et s'en donner à cœur joie dès cet été avec les nouvelles mesures sur les contrôles de présence obligatoires d'éthylotests en voiture. Ils peuvent s'abrutir quotidiennement et parfaire leur lavage de cerveau en zappant d'une chaîne câblée à l'autre, en rentrant de chaque service, en attendant de se faire compromettre pour une meilleure carrière. Ça ne sera certes pas ceux-là qui risqueront de se faire suicider de 2 balles dans la tête ou de tomber dans un traquenard bien ficelé en cas de prise de conscience ou de zèle dans une enquête interdite. Bref, suivant l'hypothèse du traquenard et concernant un éventuel mobile, peut-être que l'une ou l'autre des sous-officiers était sur une enquête interdite et devait être réduite en silence sans éveiller les soupçons à travers une belle mise en scène pour lesquelles les crapules de service imposeraient la minute de silence maçonnique. Cela expliquerait pourquoi le procureur de Toulon avait donné l'ordre à la presse de ne pas communiquer le nom du tueur présumé durant les premières 24 heures suivant le drame. Peut-être que des aménagements de scènes de crime étaient en cours, avec des mises au point quant à la version officielle à donner, à imposer. Peut-être que les accords crapuleux restaient à être finalisés une fois le sale boulot fait, avec le dégénéré de service qui nous est agité sous le nez comme tueur isolé, maghrébin de surcroît. Alors, si le mobile était bien, comme dans le suicide de Christian Jambert, l'enquête interdite, quelle piste aurions-nous? Eh bien, il se trouve que, le hasard faisant décidément bien les choses, la circonscription du Var est impliquée dans une affaire des plus sordides qui soient. Le parquet couvre, au minimum, divers sous-réseaux pédophiles localisés dans le Var, dont un de ces réseaux, va jusqu'à la mise à mort d'enfants à l'occasion de rituels sataniques organisés avec des intouchables locaux. Coïncidence, 1 mois avant le drame du 17 juin, des témoignages d'enfants victimes de ce réseau impuni et intouchable du Var étaient publiés sur le net, faute de mieux. Alors, si vous pensez que l'adjudant de gendarmerie Christian Jambert s'est suicidé de 2 balles dans la tête, ou que le commissaire Tréguet de police s'est quant à lui suicidé de son arme de service, en se servant d'un coussin en guise de silencieux, la version officielle de la tuerie du dimanche 17 juin 2012 vous satisfera pleinement, de la même façon. Dans le cas contraire, c'est à vous seul, de vous mobiliser clandestinement entre gendarmes du Var et d'ailleurs, et de faire cette enquête interdite, tout aussi clandestinement, puis d'aller jusqu'au fond du problème. Clandestinement, cela va de soi. C'est juste une question d'honneur, le vôtre. Et quand il n'y a plus de justice parce que le pouvoir l'a étouffé à des fins criminelles, avant que le peuple ne descende dans la rue, les armes à la main, c'est aux forces dites publiques et manipulées de se ressaisir, de reprendre les choses en main et de trancher dans le vif. À bon entendeur, salut. Stan Maillot. Gendarme un jour, gendarme toujours.